L'œuf. Saviez-vous qu'il est la protéine animale la moins chère du marché? Bonjour. Si nous vous parlons de l'œuf aujourd'hui, c'est parce qu'il est consommé par 98% des Français. Mais est-il bon pour la santé? Combien faut-il en manger par jour? Pourquoi les Français préfèrent les œufs à la coquille brune et pas blanche? Et puis comment sont élevées nos poules pondeuses? Alors je vous emmène dans les coulisses de cette filière pour rencontrer ces hommes et ces femmes passionnés qui produisent une alimentation toujours plus responsable avec une stratégie et des objectifs ambitieux, vous allez le voir. Bonjour. 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 Yves-Marie, donc vous êtes le président de la filière du CNPO. Alice, vous en êtes la directrice. Quand on est une filière qui produit un aliment aussi consommé par les Français, forcément on s'engage. Nous avions déjà défini une première stratégie dans les années 2017, notamment avec un objectif fort qui était d'atteindre 50% de poules pondeuses élevées en mode alternatif à l'orée 2022. C'est un objectif qu'on a atteint dès 2019. On a donc décidé d'écrire une nouvelle stratégie 2030 où on souhaite continuer à prendre en compte les enjeux sociétaux. Et le deuxième axe, où on souhaite vraiment prendre en compte la souveraineté alimentaire en France. Pour nous, finalement, c'est d'être capable de produire ce que l'on consomme, d'être autosuffisant et de produire 100% des œufs que les Français vont pouvoir consommer en France. Yves-Marie, si on devait ne retenir qu'un chiffre de votre plan. C'est qu'il nous faut construire 300 nouveaux poulaillers d'ici 2030 et cela représente un investissement global de 300 millions d'euros. Pour être plus précise, 300 poulaillers jusqu'en 2030, cela représente la construction de 50 poulaillers par an. Alors je vous emmène à la rencontre de Candice, cette éleveuse installée très récemment à un parcours exemplaire, vous allez le voir. J'ai fait de la grande distribution principalement, j'ai fait des études de maroquinerie à la base. Du coup j'ai fait une formation BPREA à Segré et ça m'a tout de suite plu en fait, travailler avec les poules. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. J'ai construit le bâtiment, on nous aide à faire les dossiers, puis on ne nous lâche pas dans la nature en fait, on a un suivi. Aujourd'hui quelqu'un qui veut s'installer, il ne faut pas qu'il ait peur de s'installer par rapport au dossier en se disant c'est administratif, c'est compliqué. Non, c'est pas vrai. Moi j'ai 18 000 poules pondeuses rousses, donc en conventionnel. Donc je suis en code 2, donc c'est des poules qui vont dans le jardin d'hiver mais qui n'ont pas accès au parcours. Une poule par jour c'est un œuf et puis en tout par an c'est 300 œufs environ qu'elles pondent. Là, j'arrive moi le matin, en premier je fais mon relevé de consommation d'eau, de température, je regarde au niveau de mon armoire si tout se passe bien. Je relève tout ça sur le cahier hebdomadaire et ensuite je trie mes œufs. Je ramasse 17 000 œufs par jour et ça me prend 2 heures de temps tous les matins. Une fois que mon tri est terminé, je vais dans ma volière et là, on est avec le vivant. Quand j'arrive dans la volière, je leur parle. Elles circulent dans la volière, elles vont en haut, elles vont en bas, elles vont dans le jardin d'hiver, elles ont accès partout. On a deux enjeux principaux, c'est la sécurité sanitaire des aliments, tout en continuant à améliorer le bien-être de nos animaux. Comment vous vous engagez concrètement à ce niveau-là? Donc déjà, depuis le 1er janvier 2023, nous avons mis fin à l'élimination des poussins mâles dans les couvoirs. Et là, le deuxième volet, on veut atteindre 90% de nos animaux élevés hors cage, c'est-à-dire en mode alternatif à l'orée de 2030. Quel mode d'élevage existe-t-il en France? Il y a 4 modes d'élevage pour les poules pondeuses en France. Vous retrouverez le code 3 pour des poules élevées en cage aménagée réglementation européenne, le code 2 pour des poules élevées au sol, le code 1 pour des poules élevées en plein air ou en label rouge, et vous retrouverez le code 0 pour des poules élevées et notamment alimentées en mode biologique. Remontons le fil de cette production avec d'abord les couvoirs. C'est là que sont produits les poussins qui deviendront des poules pondeuses qui produiront des œufs. La France est l'un des 2 seuls pays avec l'Allemagne à pratiquer l'ovosexage. Je vous emmène au SPACE, à Rennes, l'un des plus grands salons professionnels de l'élevage en France, pour rencontrer Vincent Baumier. Il est directeur d'accouvoirs. Combien y a-t-il de couvoirs de poules pondeuses en France? Aujourd'hui, on a 5 couvoirs en France qui font naître 48 millions de pondeuses. On a ce qu'on appelle des parentaux qui produisent des œufs fécondés qu'on reçoit au couvoir. Ces œufs sont incubés pendant 21 jours
Et au 21e jour, nous obtenons la poule pondeuse que nous livrons chez nos clients. Qu'est-ce que c'est l'ovosexage? L'ovosexage est une étape intermédiaire dans la période d'incubation où nous sommes capables de sexer dans l'œuf et de déterminer l'embryon femelle de l'embryon mâle. Et aujourd'hui, nous gardons les embryons femelles. Nous avons installé des machines qui nous permettent de faire de l'ovosexage et après de remettre nos œufs en incubation. Donc en fait, on a une étape intermédiaire que nous n'avions pas par le passé et qui nous a demandé des investissements pour les 5 couvoirs français. Poursuivons le fil de cette production avec maintenant l'élevage. L'objectif de la filière, c'est de continuer à développer l'élevage alternatif à la cage aménagée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur 10 œufs achetés, 8 proviennent de ces modes d'élevage. Alors moi je suis éleveur de poules pondeuses en code 2, c'est-à-dire que ce sont des poules qui évoluent sur des systèmes qu'on appelle des volières et qui sont en liberté dans le bâtiment mais qui ne sortent pas à l'extérieur. C'est une transition parce que moi je m'inscris dans la reprise d'une exploitation familiale. Et avant 2020, l'élevage était intégralement en élevage cage et on a réinvesti de l'ordre de 2,5 millions d'euros. Les avantages que je vois de la production sol, c'est qu'on arrive à offrir un cadre de vie aux poules très intéressant. Nous, en tant qu'éleveurs, on arrive à bien maîtriser la santé des animaux et on arrive à produire des œufs à un prix abordable. J'ai repris le site après ma maman. Dès l'âge de 19 ans, parce que ça me plaisait. C'est du plein air. Les poules arrivent, elles ont à peu près 17 semaines. On les laisse dans le bâtiment pour manger et boire correctement et surtout les faire monter dans le système. Il ne faut pas qu'elles restent au sol. Elles mangent de l'aliment. C'est composé de céréales, protéines et vitamines essentiellement. Et après, une fois la ponte démarrée, à partir de l'âge de 25 semaines, on les laisse sur parcours, en extérieur. La volière nous permet aussi d'avoir de nouvelles technologies où on a un ordinateur de bord avec accès depuis un portable où on peut gérer les consommations d'eau, d'aliments, même la ventilation. En termes de bien-être animal, c'est vrai que le fait d'avoir ces surveillances-là, au moindre pépin, on peut réagir très vite. C'est quoi la différence entre les poules blanches et les poules rousses? Les poules rousses font des œufs roux. Mais il existe aussi des poules blanches qui font des œufs blancs, majoritairement destinés pour faire des ovoproduits. Ça veut dire qu'en France, finalement, on mange que les œufs bruns? Culturellement, les Français consomment des œufs roux. Dans plein d'autres pays du monde, comme les pays du Moyen-Orient, les États-Unis et même certains pays d'Europe du Nord, on consomme des œufs blancs autant que des œufs roux. Comment vous voyez cette filière dans 30 ans? Dans 30 ans, on aura toujours besoin d'œufs et on aura toujours besoin d'une grande variété d'œufs. On aura besoin des œufs du quotidien à un prix abordable, jusqu'aux œufs plus haut de gamme qui répondent à des cahiers des charges plus stricts. La filière va devoir répondre à une demande toujours plus importante en œufs, donc on va devoir avoir une augmentation de poulaillers. Donc moi j'encourage les jeunes à y aller. Comme Marie-Laure et Olivier, près de 3000 éleveurs envoient les œufs dans des centres d'emballage et de transformation en ovoproduits. Alors, comment ça marche? Comment les retrouve-t-on dans nos rayons en supermarché et sous quelle forme dans nos assiettes? Nous avons mené l'enquête. La traçabilité, elle commence avec l'éleveur, avec le marquage à l'élevage. Ensuite, la palette arrive chez nous. Il y a un double contrôle. On contrôle que l'œuf corresponde bien au bon de livraison. Et sur ce bon de livraison, on a donc le nom de l'éleveur, la date de ponte que l'on retransmet sur notre étiquette de traçabilité. Donc nous, derrière, il y a deux destinations, soit le calibrage, soit les ovoproduits. La partie du calibrage, donc sur une machine, on vient sur chaque œuf détecter s'il est sale ou fêlé, le poids que fait chaque œuf. Derrière, on le met en boîte. La boîte est ensuite palettisée pour partir en supermarché. La deuxième partie, c'est la partie ovoproduits. Donc on a retiré la coquille de l'œuf. Et ensuite, on a un produit sous un autre aspect. Ça peut être sous forme d'œuf liquide, d'œuf dur ou d'œuf poché, en tout cas chez nous. Ces ovoproduits sont destinés aux professionnels de la restauration et à l'agroalimentaire en règle générale, fabricants de cakes, fabricants de mayonnaise, fabricants de macarons. Au niveau qualité, nous, on a un laboratoire en interne et on fait des analyses bactériologiques pour être sûr de vendre un produit de qualité aux clients. Ce qui fait la spécificité de l'œuf, finalement, c'est que c'est le produit le plus tracé dans l'agroalimentaire. On est capable de dire exactement où chaque œuf a été pondu et de quelle manière il a été produit. Alors, l'origine France des œufs, c'est vraiment un critère de choix pour 9 Français sur 10. Ça veut dire quoi, ce logo œufs de France? Derrière ce logo, on a la certitude d'avoir un œuf pondu en France, issu de poules qui sont elles-mêmes nées et élevées sur le territoire français. Sur cet œuf, on a déjà tout un tas d'informations. Le premier chiffre correspond au mode d'élevage. Derrière, il y a 2 caractères qui correspondent au pays d'origine, donc FR pour la France,
Et la série de chiffres permet d'identifier à la fois l'éleveur et son poulailler. Ça veut dire quoi, DCR? Donc la DCR, c'est la date de consommation recommandée. La traçabilité, pour nous, c'est essentiel, autant pour la filière que pour les consommateurs, parce que c'est à la fois un gage de transparence et de confiance. Les consommateurs, justement, comment font-ils leur choix une fois dans le rayon et comment ces œufs sont-ils mis en valeur dans ces magasins que nous côtoyons au quotidien? L'œuf, tout comme les pâtes, le lait, l'eau, est un produit incontournable quand on vient de faire les courses dans la grande distribution. Et surtout, vous pouvez manger convenablement avec un œuf à des prix très raisonnables. Donc c'est pour ça qu'on se doit d'avoir un rayon œuf propre, plein, tout au long de la journée et avoir un maximum de choix pour les consommateurs. Alors, pour vous faire une confidence, 97% des Français estiment que l'œuf est bon pour la santé. La santé, justement. Laurence Plumet, vous êtes avec nous, vous êtes médecin nutritionniste. Pour lever le voile sur l'œuf, quelles sont les spécificités de cet aliment? D'abord, il est riche en protéines exceptionnelles, parce que les protéines de l'œuf sont les meilleures qui soient parmi tous les aliments. Elles sont très riches en tous les acides aminés essentiels dans 2 œufs, c'est-à-dire dans 100 grammes. En moyenne, un œuf pèse environ 50 grammes. Dans 2 œufs, il y a 12 grammes de protéines. C'est l'équivalent en protéines, sur le plan de l'apport, d'un demi-steak. Imaginez, dans 2 œufs, il y a 25% du besoin quotidien en 9 vitamines sur 13. Il y a également des minéraux et des oligo-éléments. Dans l'œuf, il y a du fer, il y a aussi de l'iode, il y a du sélénium aussi. Enfin bon, bref, c'est une mine d'or. Donc adapté aussi à tout type de population, à tout le monde. Ah mais tout à fait, à tel point qu'on introduit les œufs dès 7 mois, chez le nourrisson. Combien on peut en manger par jour? Est-ce qu'il y a une limite? Ah mais on pourrait en manger 2 tous les jours. On peut dire de lui que c'est un aliment très gras, on parle aussi de cholestérol. Est-ce que c'est vrai ou faux ça? L'histoire du cholestérol, alors ça c'est une casserole qui lui colle à la coquille, c'est peu de le dire. On connaît mieux maintenant le métabolisme du cholestérol et on sait que notre corps le fabrique tout seul, de façon indépendante des apports de cholestérol alimentaire. Donc manger des œufs tous les jours n'impacte pas le bilan sanguin. Alors justement, le chef Colas nous rejoint, bonjour. Bonjour. Alors chef, asseyez-vous avec nous. Donc vous êtes chef cuisinier à la brasserie au métro. Finalement, quelle est la place de l'œuf dans votre cuisine? Chez nous, elle est très importante parce qu'elle démarre dès le matin, on ouvre à 7h. Et au petit déjeuner, on décline l'œuf de 3 façons. L'œuf au plat, en omelette et œuf brouillé. En gros, on fait 1000 œufs par semaine. Là, le grand classique, l'œuf mimosa, c'est un vrai plat de brasserie, de bistrot. Ensuite, on a la frisée au lardon avec un œuf frit dessus, l'œuf poché en meurette et on a une île flottante. Si je comprends bien, l'œuf peut vraiment se décliner de 1000 manières. Enfin, l'œuf, c'est illimité. Allez, c'est parti, on déguste. Merci beaucoup, chef. Non mais de rien. Yves-Marie, je vous laisserai le mot de la fin. Comment vous voyez la filière des œufs en 2030? Donc la filière des œufs en 2030 sera une filière qui sera encore plus respectueuse de tous les maillons, donc la nutrition animale, les éleveurs, les conditionneurs d'œufs, les consommateurs et aussi les distributeurs, sans oublier les couvoirs, qui sont des composantes importantes. Et tout ça pour garantir un produit abordable, d'origine française, diversifié dans ses modes d'élevage et aussi qui soit respectueux du bien-être animal, de la sécurité sanitaire, des bonnes pratiques et surtout préservation de l'environnement qui nous appartient à tous.